Bonjour, bienvenue dans le Medcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce qu'on change totalement de manière de faire. Comme vous l'avez vu, on va parler d'IST. Et on va parler des 6 IST qui sont présentes dans le pili d'infectiologie, donc le référentiel pour les EDN, item 162. Mais c'est compliqué de faire un épisode qui regroupe plusieurs pathologies sans que je mélange tout. Du coup, à la place, je vais imager les pathologies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 6 maladies qui sont proposées sur les IST et je les ai transposées à des plantes. L'idée, c'est d'avoir un moyen visuel de se rappeler chaque pathologie. Donc, ce que je vais faire dans cet épisode, c'est simplement que je vais vous décrire chaque plante et je vais faire le lien avec ce qu'il faut en savoir. Évidemment, on va rester sur les notions générales, on va pas aller dans les détails cliniques, on va pas parler des situations exceptionnelles, etc. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous voulez, c'est soit essayer de visualiser les plantes dans votre tête, soit les dessiner vous-même. Mais deuxième possibilité, vous pouvez aller sur mon compte Insta, donc Medcast14, et vous cherchez la publication en lien avec cet épisode. Et là-dessus, j'ai posté toutes les illustrations de ces plantes comme support visuel. Si vous les visualisez et vous arrivez à retenir la photo, en fait, vous serez capable de retrouver toutes les infos importantes de la pathologie en question. C'est une vraie carte mentale finalement. Donc là, ça y est, on y va. On va commencer l'épisode. Je vais décrire les plantes et je vais commencer par vous donner les codes que j'ai utilisés pour créer ces plantes. Déjà, il faut savoir différencier. Les fleurs, ça représente les bactéries. Les arbres, c'est les virus et les plantes exotiques, c'est les parasites. La localisation, si la plante se situe dans le désert, c'est qu'elle est principalement asymptomatique. Si elle est en forêt, c'est qu'elle est majoritairement symptomatique. Pour sa morphologie en elle-même maintenant, grossièrement, la tige ou le tronc, c'est la tête et le corps. Les branches, c'est les membres supérieurs, les racines, les membres inférieurs, et les feuilles, c'est les extrémités. Au niveau diagnostic, maintenant, si on a une plante à écorce, c'est qu'il faut faire une PCR. S'il y a de la sève, c'est qu'il faut faire une sérologie. S'il y a du pollen, il faut une culture. Bon, en vrai, je suis pas sûr qu'une fleur avec de l'écorce, ça existe, mais c'est pas grave, c'est visuel et ça aide à comprendre. Là, on est là pour retenir. Quand on a une bactérie, donc une fleur, elles vont être représentées la nuit. Si les feuilles elles sont fluorescentes la nuit, c'est qu'elles sont gram-positives. Si elles ne le sont pas, si elles restent sombres, elles sont gram-négatives. Et si jamais elles deviennent invisibles, translucides, c'est qu'on ne peut pas faire de test de grammes car elles n'ont pas de peptidoglycane. Et enfin, s'il y a un arrosoir, c'est que c'est un traitement à court terme. S'il y a de la pluie, c'est que c'est du long terme, un traitement à vie. Et s'il y a une simple flaque d'eau, c'est que c'est un traitement en dose unique. Mais vous verrez, là je balance tout ça comme ça, mais je vais tout détailler au fur et à mesure et vous allez tout comprendre, pas de panique. Donc là on va commencer par la première cause d'IST bactérienne, la chlamydia. Donc là je vais décrire chaque plante, la plante en elle-même et ensuite je vais faire le lien avec ce qu'il faut retenir par rapport à elle. La chlamydia trachomatis, c'est une fleur à écorce. Elle est très grosse, très épaisse. Elle a le bas de sa tige qui est rouge, le reste c'est vert. En haut de sa tige, il y a deux petites cavités rouges. Et sinon, elle possède aussi des petites coulures sur ses parties rouges. C'est pas une fleur qui est très souple, elle est plutôt droite. Ses feuilles, elles deviennent transparentes la nuit, et c'est une plante qui pousse principalement dans le désert. Et il suffit de l'arroser pendant une semaine. Par contre, c'est une plante qui vit pas très longtemps, et elle dessèche tout ce qui est autour d'elle. Ça, c'était la courte description de la plante. Vous voyez, c'est très rapide, mais vraiment utilisez les images pour visualiser, ça sera plus facile. Maintenant, on décrit. C'est une fleur à écorce, donc il faut faire une PCR pour diagnostiquer la chlamydia. Elle est très grosse parce que c'est la première cause d'IST bactérienne, mais ça c'est du détail. Le bas de sa tige est rouge parce qu'elle fait des inflammations locorégionales au niveau génital. Et les deux petites cavités rouges en haut, ça représente la possible atteinte oculaire au niveau des yeux. Et l'atteinte, qu'elle soit génitale ou oculaire, ça dépend du génovar de la bactérie. Il faut un génovar A à C pour les yeux, et les restes, c'est des atteintes génitales globalement. Les coulures sur la partie basse, ça indique les écoulements méatiques. Elle est pas très souple, elle est toute droite, ça c'est juste pour évoquer l'arthrite réactionnelle. Ensuite,
Ses feuilles deviennent transparentes la nuit parce qu'elle n'est pas colorable au gramme et elle pousse dans le désert parce qu'elle est principalement asymptomatique. On va l'arroser une semaine parce que le traitement c'est de la doxycycline 7 jours per os. Et la plante ne vit pas longtemps, elle reste jeune car elle atteint principalement les sujets jeunes et elle dessèche tout ce qu'il y a autour d'elle parce qu'elle rend souvent infertile. Voilà, ça c'était la première plante. Maintenant vous comprenez le mécanisme et vous voyez que c'est très visuel. Je vous invite vraiment encore une fois, je le dis une dernière fois, mais à voir les images. On continue avec le gonocoque. La Neisseria gonorrhoeae est une fleur à écorce. Elle a le bas de sa tige qui est rouge et le reste est vert. En haut de sa tige, elle possède aussi deux petites cavités rouges. Sur ces points-là, elle ressemble à la chlamydia. Elle possède par contre une bande rouge horizontale vers les trois quarts de sa hauteur, et elle possède sur toute sa surface, que ce soit la tige, les branches, les racines ou les feuilles, des petits bourgeons rouges. Et elle possède aussi les coulures sur le bas de la tige. Elle n'est pas non plus très souple, elle est toute droite. Et ses feuilles, elles sont vertes, mais elles ne sont pas fluorescentes la nuit, elles restent toutes sombres. Les Neisseria mâles, elles poussent bien en forêt, alors que les femelles vont plutôt avoir tendance à aller dans les zones désertiques. C'est une plante qui est posée dans une flaque d'eau. Et c'est pas une plante qui vit très longtemps non plus, et elle dessèche aussi tout ce qui est autour d'elle. On résume. Fleur à écorce, on fait une PCR. Le bas de sa tige est rouge pour les inflammations génitales et les deux cavités rouges pour les atteintes oculaires également. La bande rouge en haut, c'est pour les pharyngites. Et tous les petits bourgeons qui sont partout, c'est pour les atteintes cutanéo-muqueuses sur l'ensemble du corps. Les coulures, c'est les écoulements méatiques. Ces feuilles restent sombres la nuit parce que c'est une bactérie gram négative. Les mâles sont plus en forêt, les femelles dans le désert parce qu'on a majoritairement des atteintes symptomatiques chez l'homme et asymptomatiques chez la femme. La flaque d'eau, c'est pour le traitement en dose unique, du ceftriaxone intramusculaire. Et elle aussi, elle ne vit pas longtemps parce qu'elle touche plutôt les sujets jeunes et elle dessèche autour d'elle pour l'infertilité qu'elle provoque. Bon, je pense que vous avez bien compris le mécanisme. Là, on a fait les deux plus grosses. Maintenant, on va faire le reste, c'est un peu plus tranquille. La Treponema pallidum, communément appelée syphilis, c'est une fleur qui génère beaucoup de sève. Lorsqu'elle est jeune, elle possède une seule ulcération, mais avec la vieillesse, elle va développer des marques rouges sur toute sa surface. Ses feuilles elles deviennent translucides la nuit, et c'est une plante qui pousse à la fois dans le désert et en forêt. Et elle est posée dans une flaque d'eau. On résume, la syphilis c'est une fleur à sève. C'est toujours une bactérie, c'est une fleur, mais elle se diagnostique par une sérologie. Au début, il n'y a qu'une ulcération. C'est l'ulcération au point d'inoculation de la syphilis précoce. Puis elle développe des marques rouges partout pour l'atteinte cutanéo-muqueuse sur tout le corps du stade 2 par dissémination hématogène. Les feuilles translucides la nuit parce qu'il n'y a pas de coloration au gramme. Et elle pousse à la fois dans le désert et en forêt parce qu'il y a à la fois des formes asymptomatiques, latentes, et des formes symptomatiques. Et elle a un traitement en dose unique, la flaque d'eau, c'est de la pénicilline G. L'herpès simplex, c'est un arbre avec une grosse écorce. Au cours de sa croissance, il commence par avoir des bourgeonnements au bouquet sur la partie haute de son tronc pour le type 1 et sur la partie basse pour le type 2, qui peuvent évoluer en ulcération rouge. Ces bourgeonnements sont cycliques. Et on peut retrouver des souches très jeunes en forêt. C'est un arbre qui est très fréquent dans le désert, mais il peut parfois surgir en forêt. Et il doit recevoir un arrosage fréquent. On résume, maintenant on passe aux arbres, les virus. On parle d'écorce pour la PCR, ensuite on distingue les deux types. Les bourgeonnements en bouquet, ça représente les vésicules en bouquet, soit en haut pour le type 1 et son atteinte buccale, soit en bas pour le type 2 et son atteinte génitale. Et ça peut évoluer en ulcération. Ces bourgeonnements sont cycliques parce que parfois ça disparaît, mais le virus il reste latent et ça peut ressurgir. Il y a des pousses très jeunes en forêt parce que quand la mère a une forme symptomatique de type 2, elle peut le transmettre au nouveau-né lors de l'accouchement. C'est surtout dans le désert parce que c'est asymptomatique, mais ça peut surgir en forêt et devenir symptomatique. L'arrosage fréquent, c'est le traitement par acyclovir plusieurs fois par jour. Ensuite, le papilloma, c'est aussi un arbre et il pousse majoritairement dans le désert. Lorsqu'il apparaît en forêt, il va développer des protubérances qui vont s'étendre au fil du temps sur le tronc. C'est un arbre qu'on ne peut pas différencier d'extérieur, on est obligé de venir récupérer des échantillons pour pouvoir l'évaluer, on le fait régulièrement, et c'est un arbre qui n'a pas besoin d'arrosage. Là vous voyez c'est rapide, il pousse dans le désert,
il est surtout asymptomatique, mais c'est aussi un arbre qui est très fréquent. S'il arrive dans la forêt et devient symptomatique, il développe des condylomes qui peuvent s'étendre et devenir des lésions précancéreuses puis carcinomateuses. Il n'est pas différenciable de l'extérieur, on ne peut pas faire de PCR ou de sérologie ou n'importe quel diagnostic. Ce qu'on doit faire, c'est récupérer un échantillon pour diagnostiquer. C'est un dépistage qu'il faut faire de manière régulière chez la femme. Il n'y a pas d'arrosage parce qu'il n'y a pas de traitement pour l'HPV. Là, j'ai vraiment été rapide pour l'HPV, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, on reste sur le cas de l'IST. Et enfin, le Trichomonas vaginalis, c'est une plante exotique à écorce. Elle pousse dans des milieux arides, désertiques. Elle possède des rougeurs et des écoulements sur le bas de la tige, mais c'est pas une plante qui est facilement identifiable. Elle se confond facilement avec les autres plantes du désert et elle est dans une flaque d'eau. Là encore une fois très rapide, c'est une plante exotique donc on passe à un parasite. Elle est à écorce donc on fait une PCR, milieu désertique donc elle est principalement asymptomatique. On a des rougeurs et des écoulements sur le bas de la tige pour l'inflammation en zone génitale et les écoulements méatiques. Elle se confond facilement avec les autres plantes parce qu'il n'y a pas de symptômes francs ou évocateurs, c'est pas très spécifique. La flaque d'eau, c'est le traitement en dose unique du métronidazole pour la trichomonose. Voilà, on a fini. Vous voyez, c'est peut-être pas le meilleur épisode à écouter. Si vous êtes déjà arrivé jusque-là, merci. Mais je sais bien que c'est pas l'épisode le plus facile à écouter. Je vais quand même rajouter des petites notions bonus rapidement. C'est vraiment très rapide. Si on retrouve une infection, on doit faire un traitement probabiliste immédiat. Donc tout ce qui est urétrite, vaginite, etc. Il faut faire un traitement probabiliste immédiat. S'il y a une IST, on va rechercher d'autres IST. On va faire un dépistage des autres partenaires. On va conseiller des rapports protégés. Si on a une IST ulcérante, ça augmente la transmission sexuelle du VIH. D'ailleurs, le VHB et le VIH, ce sont aussi des IST, mais on n'en parle pas dans l'item 162. Ils ont des items spécifiques, c'est pour ça que là j'en ai pas parlé, en plus ça aurait été trop long. Et enfin, il faut faire une déclaration obligatoire pour le gonocoque et la syphilis. Donc là, le deuxième et le troisième que j'ai évoqué aujourd'hui. Donc encore une fois, il y a eu beaucoup d'infos dans cet épisode. C'est un épisode qui change. C'est peut-être pas le plus agréable à écouter, mais c'est très visuel et ça permet de comprendre les illustrations que je poste sur Instagram, que je détaillerai un petit peu plus peut-être en réel, vous verrez. Donc allez sur Instagram pour voir ces illustrations et rendre tout ça visuel, c'est important. C'est vraiment des cartes mémoire, comme je disais. Et dites-moi si ce genre de concept plus visuel vous plaît, si vous en voulez plus, si vous avez des conseils à me donner pour que ce soit encore plus agréable. Et dites-moi si vous voulez aussi que je détaille encore plus les pathologies. J'ai pas été dans le détail là par manque de temps, mais j'ai donné ce qu'il faut savoir en termes d'IST et c'est l'important pour ce chapitre. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes révisions.